Bonjour Monsieur Vallet. Bonjour madame. Vous êtes député européen Rassemblement National. Alors les Jeux Olympiques ont débuté il y a un petit peu plus d'une semaine. Ils ont été présentés comme l'un des défis les plus sécuritaires peut-être du siècle. Alors je vous pose la question, vous, en tant qu'ancien commissaire de police, ça se passe bien pour l'instant. Est-ce que vous reconnaissez au ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, que vous avez quand même beaucoup critiqué, qu'il a plutôt pour l'instant bien géré? Alors moi j'ai toujours dit que cette cérémonie sur la Seine, 6 km de linéaire de la porte de Bercy jusqu'au Trocadéro était un défi sécuritaire important, mais j'avais confiance aux forces de l'ordre et aux forces de sécurité intérieure pour accomplir cette mission, et je félicite donc les policiers, les pompiers, les gendarmes, les militaires et évidemment la sécurité privée qui joue un rôle important et sur lesquels on attendait leur présence absolument indispensable auprès des forces de sécurité intérieure. Donc pour l'instant c'est un succès, j'espère que ça va évidemment continuer jusqu'aux Jeux paralympiques qui vont avoir lieu jusqu'au 11 septembre. Ça sera la fin finale effectivement des Jeux olympiques et paralympiques. Alors justement, il y a toujours 30 000 policiers et gendarmes mobilisés à Paris. Il y a beaucoup de sites de compétition en même temps. Il y a la couverture des drones, la lutte contre les cyberattaques. Ces forces de l'ordre, elles vont être extrêmement mobilisées, vous l'avez dit, jusqu'à la fin des Jeux olympiques et des paralympiques. Est-ce que vous craignez une rentrée aussi compliquée avec potentiellement un épuisement de ces forces de l'ordre? Ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, on a 30 000 policiers et gendarmes par jour qui sont mobilisés pour assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, effectivement, il y avait eu les émeutes, il y avait eu les mouvements contre les retraites l'année dernière, il y a eu aussi les visites d'État, il y a eu aussi la Coupe du Monde de rugby. Donc, en réalité, un événement en chasse une autre et une actualité en chasse une autre. Et donc, il y a un risque de rentrée compliquée, surtout si le nouveau Front populaire n'accepte pas le verdict d'Iazurne, à savoir qu'ils n'ont pas gagné la majorité absolue. Ils sont arrivés premiers. Ils sont arrivés premiers, mais sans majorité absolue. Il y a 3 blocs. Il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême centre, il y a les patriotes que j'ai l'honneur de faire partie. Oui, exactement, représentés par le bloc d'Emmanuel Macron. Bon, c'est vrai qu'ils ont sauvé les meubles par rapport à ce qu'on leur prédisait aux élections. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pour cette rentrée, effectivement, on va avoir des policiers et des gendarmes qui, depuis plus de 2 ans, n'arrêtent pas, sont sursollicités. Et donc, si la rentrée est compliquée, ils répondront comme d'habitude présents. Mais c'est vrai qu'il y aura une fatigue qui sera présente, qui sera installée, surtout qui se privent de congés cet été pour assurer notre sécurité sur les Jeux Olympiques, notamment à Paris, mais aussi en province, à Lille, à Marseille, à Saint-Étienne, sur tous les sites qui accueillent des épreuves. Et on salue bien évidemment le travail des forces de l'ordre qui sont ultra mobilisées. Alors Emmanuel Macron est parti prendre l'air à Brégançon. Il profite de la trêve politique qu'il a décrétée pour mûrir son plan pour Matignon. Il s'est donné jusqu'à la mi-août pour nommer un Premier ministre à Matignon, avec une Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, très disparate. Est-ce que vous le sommez de prendre une décision maintenant ? Est-ce qu'il a raison de prendre son temps? Il faut que rapidement on ait un Premier ministre effectivement ou une Première ministre qui soit nommée avec un gouvernement, une équipe gouvernementale, parce qu'aujourd'hui on a un gouvernement fantôme qui n'assume plus aucune responsabilité, qui ne fait pas que gérer les affaires courantes, les décisions par exemple sur le Royaume du Maroc vis-à-vis du Sahara occidental, mais aussi par exemple sur des déplacements qui sont opérés par certains ministres. Ce ne sont pas la gestion d'affaires courantes, ce sont des affaires importantes pour la France. Vis-à-vis du Sahara occidental, vous saluez la décision? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est quelque chose que Marine Le Pen défendait depuis très longtemps, ça a été acté. Donc avec un gouvernement d'affaires courantes, on peut prendre des bonnes décisions selon vous? Ce qui me gêne, c'est qu'il y a un gouvernement d'affaires courantes qui rend pas de compte à l'Assemblée nationale et au Parlement, et notamment aussi au Sénat. Donc aujourd'hui, ils sont en vacances. Nous, on avait dit que, vu l'urgence du pays, il était peut-être important de pouvoir prolonger la session parlementaire de manière à faire passer des projets importants. Je pense à l'énergie, je pense à la sécurité, je pense à l'immigration, je pense au pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on a des députés et des sénateurs qui sont en congé, alors que le pays est en urgence absolue, sur lesquelles il faut répondre avec des urgences concrètes par des propositions que nous, on avait fait durant la campagne. Après, c'est dommage, un peu de positivité, pardon. Il est à Brégançon. Vous avez eu, par exemple, ce magnifique exploit de Léon Marchand, ce sportif, ce nageur, qui a remporté 3 médailles d'or. J'ai vu qu'il avait un parcours déjà extraordinaire. Ça fait plaisir d'avoir des médailles d'or à 22 ans et un parcours comme il l'a fait encore hier soir et comme il l'avait fait en début de semaine. Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui des sportifs qui font l'honneur, la fierté et la grandeur de notre pays, qui nous donnent le sourire et qui, dans un climat politique compliqué, nous donnent un peu d'optimisme. Et c'est vrai, une fierté de notre drapeau, de notre hymne. Et quand on voit nos athlètes avec cette émotion, ces pleurs et cette fierté de brandir le drapeau, c'est quelque chose qui me touche et qui émeut beaucoup, comme tous les Français. Ouais, Mathieu Vallet, on a l'impression malgré tout que au sein du Rassemblement national, depuis les élections législatives, la cohésion ou la cohérence, elle est plus tellement là. On a vu au Parlement européen qu'il y avait sur l'Ukraine des changements de pied. Vous parliez justement du Sahara occidental. Marine Le Pen a pris une position, mais c'est pas l'air du tout d'être la position unanime au sein du Parlement, au sein de vos députés. Malika Sorel, par exemple, a dit qu'elle était plutôt hostile à cette décision. On a l'impression qu'ils avaient perdu le fil un peu depuis le début, depuis les élections législatives.
Non, Marine Le Pen, elle n'a jamais perdu de fil, elle a toujours cette cohérence. Il y a des divergences. Marine Le Pen, oui, mais en l'occurrence, Malika Sorel, elle a pris une position radicalement. J'avais pas vu l'expression de Malika Sorel dont vous faites référence. En tout cas, Marine Le Pen avait toujours été très claire sur cette question-là. Elle l'a redit d'ailleurs quand il y a eu une communication à ce sujet sur les réseaux sociaux. Je pense que ça vous a pas échappé. Effectivement, qu'il faut soutenir le Royaume du Maroc dans cette démarche du Sahara occidental, parce que ça a toujours été quelque chose qui devait être la norme, et donc c'est la position qui est celle de Marine Le Pen. Mais si vous me dites que sur d'autres sujets, on n'a pas de cohérence, mais je vois pas sur quel autre sujet on n'a pas de cohérence et de continuité. Bon, on avait un changement de pied, par exemple, sur l'Ukraine au Parlement européen. Où on a j'y étais, alors je peux vous expliquer. Oui, que le Jordan Bardella, première décision, a voté contre le renouvellement de l'aide parce que en fait, si vous voulez, c'est le problème de l'excessivité du Parlement européen. Moi, j'étais présent lors de la rentrée, évidemment, parlementaire de Strasbourg, le 16 juillet. En fait, dans cette résolution, on met tout et n'importe quoi. Quand vous dites aux États qu'il va falloir consacrer une somme importante que le symbole est assez fort. Première décision, vous votez contre une aide. On peut pas voter uniquement sur des symboles. Il y a des actes concrets derrière. Quand vous voulez mobiliser plus d'un quart du PIB de 0,25 points du PIB sur le soutien à la guerre en Ukraine, quand vous voulez envoyer des troupes ou que vous voulez passer des lignes rouges que nous on a fixées et que dépasse cet accord, si l'idée de dire c'était de faire une résolution pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, effectivement qu'on aurait voté. Maintenant, il y a des lignes rouges derrière qui sont franchies, et donc avant de regarder uniquement la façade, il faut aussi regarder ce qu'il y a dans le contenu de cette résolution. C'est pour ça qu'on veut être cohérent dans ce qu'on disait. Maintenant, on peut soutenir M. Zelensky sans donner un blanc-seing à toutes les positions délirantes ou lignes rouges qui sont franchies par rapport à proposition délirante de qui? De l'Union européenne, puis par exemple veut proposer que dans chaque pays on consacre une somme importante du PIB à l'aide financière apportée à l'Ukraine. Vous avez aujourd'hui des déficits publics abyssaux. On est notamment le premier pays à pouvoir en parler en connaissance de cause, puisque on a plus de 3200 milliards de dettes. Et donc moi je veux bien par rapport avec la position pendant la campagne. Non, nous on a dit qu'on n'était pas pour l'envoi de soldats français sur le sol ukrainien. On n'était pas pour l'utilisation depuis le sol ukrainien de missiles longue portée qui puissent atteindre les intérêts russes pour éviter qu'on entre dans un cycle de troisième guerre mondiale. Je réduis rapidement le propos, mais c'est quand même pour alerter sur quoi on est attentif. Et en fait, on peut être pour soutenir la guerre en Ukraine, mais sans faire tout et n'importe quoi. Il faut être responsable, il faut être diplomate, il faut apporter l'aide qui est actuellement portée de manière importante à l'Ukraine, sans pour autant être d'accord avec tout ce qui est proposé. C'est ça que je veux vous dire. Rapidement, sur un sujet de cohérence, question de cohérence au sein du Rassemblement national, oui. Revenir d'un mot sur la cérémonie des Jeux Olympiques. Oui. Marine Le Pen, Julien Audoul s'est exprimé, un certain nombre d'entre vous, pas vous peut-être, se sont exprimés. Julien Audoul a dit que c'était la culture française qui avait été fracassée. Marine Le Pen est apparemment la seule responsable politique à ne pas s'être exprimée. Elle est sur la ligne de Julien Audoul ? Mais Marine Le Pen, elle a regardé la cérémonie d'ouverture, elle a été très fière de son pays, elle a été très fière qu'on ait notre Marianne nationale guadeloupéenne qui a chanté depuis les toits du Grand Palais la Marseillaise, elle est très fière d'avoir sur le pont des Arts le bleu, le blanc, le rouge qui ont explosé à la vue du monde entier, elle est très fière que Céline Dion ait chanté l'hymne à l'amour pour la France sur le premier étage de la Tour Eiffel, elle est très fière de tous ces symboles qui ont été dictés. Ensuite, il y a eu effectivement une pensée et une volonté un peu woke de mettre dans ces JO quelque chose qui n'avait pas sa place. Mais moi, je vous dis, je retiens l'essentiel pour mon pays, c'est la fierté d'avoir vu ces délégations défiler sur la plus belle scène du monde. Alors la Seine, le fleuve. Et donc, effectivement, on peut être très fier de ce que le pays a produit, et tout en étant critique sur certains des aspects. Mais moi, vous savez, faut pas nous dire qu'on est des pisse-froids, comme j'ai vu dans la tribune du journal dans la tribune du dimanche, ou qu'on soit des grincheux, parce que sur certains aspects, il y a pu avoir des gens qui ont été choqués. Maintenant, il faut toujours retenir l'essentiel. Et puis vous avez vu, je vous l'ai dit, on a Léon Marchand, on a des athlètes comme l'escrime qui font de très belles performances, et c'est ce qu'on va retenir à la fin, c'est toutes ces médailles qu'on est en train d'enlever. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est le deuxième pays en termes de premier pendant quelques secondes. Médailles d'or, exactement. Même. Voilà. Je regarde un peu ça. J'ai même regardé hier au pied de la Tour Eiffel le volleyball, et j'ai vu qu'il y avait une belle performance des Françaises face aux Américaines, même si elles n'ont pas gagné. Un peu moins gai, mais revenons à la politique intérieure, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait que Emmanuel Macron mette du temps et qu'un gouvernement démissionnaire ne peut pas tenir comme ça les affaires courantes de manière indéfinie. Vous disiez aussi que le nouveau Front Populaire... Il y a le budget de la France, par exemple, pour ça. Évidemment, on y viendra, mais le nouveau Front Populaire, selon vous, n'a pas gagné. Bon, ils sont quand même premiers en termes de sièges. Alors nous, on est premiers en termes de voix.
Ils ont fait 7 millions de voix, on a fait 11 de sièges. Et millions de voix. malheureusement, Mais c'est un véritable scandale démocratique. Oui, mais c'est comme ça, et les Français ont voté. Oui. Alors, justement, ils ont voté 11 millions de voix pour notre parti, donc c'est compliqué. C'est bien le problème, c'est ce que c'est ce que je vous dis, madame. Il y a eu un Front républicain et vous en avez souffert. Je le conteste pas. Quand on voit le Front républicain, ce que ça a donné, on a 3 blocs de aucun émanu majorité absolue. Donc je me demande comment avoir un gouvernement qui tient la route devant les députés. C'est justement la question que moi je veux vous poser, parce que le nouveau Front populaire est parvenu à se mettre d'accord sur un nom. Lucie Castet, haute fonctionnaire, voilà. Emmanuel Macron, pour l'instant, n'est pas... parce que Mme Castet, j'ai l'impression que c'est Playmobil dans la France. Oui, mais est-ce qu'elle elle va à Lille, elle va dans les Saintes. Lucie Castet, elle est en campagne. Elle sait aussi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est en campagne pour être Premier ministre. Je connaissais des gens qui étaient en campagne pour être président de la République. Elle met la pression sur Emmanuel Macron. Jordan Bardella. Oui, mais quand il y avait les élections législatives, pas quand les élections législatives sont passées. C'est au chef de l'État de nommer le Premier ministre. C'est pas à des partis de proposer des premiers ministres. On les propose quand il y a eu une majorité absolue ou un mouvement qui a dégagé un certain nombre de sièges qui permet d'avoir une stabilité parlementaire. Emmanuel Macron, mais quand on voit le nombre de sièges, alors on a compris évidemment, mais est-ce qu'elle n'est pas légitime, tout du moins, à essayer de former un gouvernement, puisque de toute façon il faut bien avancer. On ne peut pas rester bloqué comme ça. Vous êtes d'accord? Mme Castet, elle sera jamais nommée Premier ministre pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas de majorité absolue, à savoir 289 députés sur 577. Il y aura peut-être des coalitions. Oui, mais si elle est nommée, pardon de peut-être contrarier certains plans ici et là, mais même si certains estiment qu'on ne représente personne et que nos électeurs ont voté pour rien, puisque visiblement on dit vous faites 11 millions de voix, mais ça compte pas, ni dans le bureau de l'Assemblée nationale où on n'a aucun poste à responsabilité, ni dans la vie politique où on est quand même le premier parti d'opposition de France. Nous, on n'a pas eu besoin de 4 partis pour faire une opposition. On a M. Ciotti qui nous a rejoints et on est déjà pas mal avec 142 députés. Donc moi, je vous dis simplement que si elle est nommée, elle sera renversée, puisque dans le gouvernement qu'elle va nommer, il y aura forcément des écologistes et des LFistes. Donc vous déposerez une motion de censure. Mais bien sûr, mais madame, quand vous avez des écologistes qui soutiennent les soulèvements de la terre dans les démarches qu'on connaît, à savoir par exemple à Sainte-Soline ou à La Rochelle, où ils s'en prennent aux forces de l'ordre, à nos biens publics, à nos biens privés, à ce que les Français ont de plus cher, pour une écologie punitive, une écologie radicale, une écologie qui parfois s'apparente à des actes criminels, j'estime qu'on ne peut pas avoir des gens qui gouvernent la France avec ça, mais comme les LFistes. Vous déposerez une motion de censure par principe. Je croyais que vous aviez dit que vous regarderiez au cas par cas. Mais non, on a toujours été... parce que je pense... ce sera avant ou après que... J'imagine que vos vacances sont bien occupées, cher monsieur, mais on a toujours été très clair sur ça. On regardera au cas par cas s'il y a d'autres gouvernements qui nous sont présentés, mais s'il y a des LFistes et des écologistes, que Mme Castet, évidemment par nature, pour représenter toutes ces sensibilités du groupe qui la portera à l'Assemblée, devra intégrer dans son gouvernement, il y aura une censure automatique. Vous voyez, on est très clair. C'est juste que quand on fait entendre aux gens ce qu'on veut leur faire comprendre, il y en a qui veulent pas écouter. On fait pas boire un âne qui a pas soif. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit, LFistes, écologistes dans un gouvernement, c'est censure. Vous voyez, on peut pas faire plus simple. À partir du 30 septembre prochain, Marine Le Pen et 26 autres prévenus seront jugés pour des soupçons de détournement de fonds européens. Est-ce que ce procès vous inquiète au sein du Rassemblement national? Non, on a confiance en la justice de notre pays. Marine Le Pen, comme toute justiciable, aura l'occasion d'expliquer ce qui lui est reproché par la justice et ses arguments de défense, comme tout justiciable qui a droit à la présomption d'innocence. Et donc, j'invite chacun à la prudence et au respect de l'état de droit, à savoir que le procès se passe, que la justice puisse s'exprimer en toute indépendance et en toute quiétude, et qu'on ne fasse pas le match avant qu'il soit en fait accompli. Et moi, j'espère que Marine Le Pen, comme M. Bayrou a bénéficié en première instance, même s'il y a un appel de la relaxe, puisse avoir aussi cette relaxe. Vous ne craignez pas une peine d'inéligibilité? Vous imaginez quand même que la chef du mouvement avec Jordan Bardella et de celle qui est la plus naturelle à porter les couleurs en 2027 de notre mouvement pour les Françaises et les Français soit privée de cette élection. Je ne peux pas y penser un seul instant. Et moi, j'ai confiance en la justice de nos pays. Les juges sont indépendants et donc ils sont amenés à s'exprimer sur des pièces. Je suis ancien commissaire de police, vous l'avez rappelé, merci. Et donc du coup, moi, elle a la présomption d'innocence. Elle a l'occasion d'exprimer pourquoi elle a utilisé des assistants parlementaires qui sont, selon elle, dans le cadre conforme du Parlement européen. Et vous savez, on avait reproché ça à d'autres partis, à l'extrême gauche, à M. Bayrou avec son modem d'époque. Et donc, pour l'instant, on voit le résultat que ça a donné. Et espérons que ça soit le même, en tout cas, je l'espère évidemment, pour Mme Le Pen. Merci beaucoup, Mathieu Vallet, d'avoir accepté ce matin. Dommage, je n'ai pas eu le temps de parler de plus longtemps de ce Sahara occidental et de cette position-là. Mais oui, mais malheureusement, on a beaucoup de choses à faire. Ça va très vite, la matinale. Et excusez-moi pour le petit retard, c'est les JO. Ça arrive, ça arrive.